Je vous laisse prendre place dans cet auditorium qu'on est heureux de voir plein pour cet événement assez exceptionnel. Donc merci à vous tous d'être là. Je suis Annabelle Ténès, je suis la directrice d'abattoir Musée Frac Occitanie Toulouse. Et je suis ravie de vous recevoir si nombreux aujourd'hui dans le musée pour le lancement de la programmation culturelle en lien avec cette exposition exceptionnelle en partenariat et en soutien avec le musée de Cluny, Musée national du Moyen-Âge, autour du Moyen-Âge émancipateur. Donc voilà, vaste programme. Donc, comme vous savez, c'est le premier jour d'ouverture au public de cette exposition La Dame à la licorne médiévale et si contemporaine, qui nous permet d'avoir le prêt exceptionnel des 6 tapisseries. Donc je remercie le musée de Cluny qui est avec nous aujourd'hui, en la personne de Séverine Lepat, directrice du musée de Cluny ici présente, et de Béatrice de Chancel Bardelot, qui est commissaire de la présentation ici et conservatrice générale au musée de Cluny. Donc nous allons pouvoir l'écouter aujourd'hui, elle qui est sûrement la personne la plus proche de la Dame à la licorne. En tout cas, non seulement intellectuellement, mais physiquement, comme nous l'avons tous vu à la télévision, sur comment faire les constats et vérifier sous toutes ces coutures l'état de la Dame à la licorne. Et donc, je vous remercie d'avoir accepté ce projet et d'avoir accepté de lancer donc, cette conférence inaugurale qui va nous permettre d'en savoir un peu plus sur les mystères de la Dame à la licorne, d'en résoudre certains, d'en laisser d'autres ouverts, je suppose. Et donc, je laisse la parole à Béatrice pour la Dame à la licorne, démarche d'approche. Et donc, galopons tous vers ces scènes. Merci Béatrice. Merci beaucoup. Merci Annabelle, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici à Toulouse et de vous parler donc de cette tapisserie. Je remercie les équipes du musée de Cluny, du musée des abattoirs. Et voilà. Je vais aborder un certain nombre de thèmes, effectivement, un peu au fil des diapos. Et je vous demanderai un peu votre indulgence parce que j'ai des sources d'images assez diverses. J'ai fait des photos moi-même, il y a des bonnes photos de la RMN, des moins bonnes. Et donc les couleurs par moment, enfin sur mon écran en tout cas, c'est tout la même tapisserie. Il y a des nuances dans les rouges, mais ça ne sort pas toujours de la même façon. Mais vous avez une grande chance, c'est que la tapisserie, vous pouvez la voir sous les yeux. Et donc si vous n'êtes pas content des diapositives, je vous conseille d'aller la voir et la revoir. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner jusqu'en janvier prochain. Voilà, donc comme vous savez, le musée de Cluny, si ce prêt a lieu, c'est parce que le musée de Cluny, en ce moment, est en travaux. Nous sommes en fin de nos travaux, mais ils vont encore durer quelques mois. Normalement, au mois de mars, nous rouvrirons. Et donc, en janvier, il sera temps que les licornes regagnent la région parisienne après ce petit excursus toulousain. Alors, je vais commencer par une question qui, moi, m'intéresse beaucoup en ce moment. Vous peut-être moins, mais c'est pas grave, vous allez me suivre, qui est la question du tissage et de la laine, puisque les tapisseries médiévales sont faites essentiellement de laine. Donc laine provenant de moutons. Alors on ne sait pas exactement, évidemment on a très peu de documents, on n'a pas du tout de documents de l'époque sur la Dame à la licorne, on ne sait pas d'où venaient les laines, mais il y avait énormément de régions qui produisaient de la laine, dans les Pyrénées évidemment, près d'ici, en Angleterre, etc. Et au XIVe, XVe siècle, la laine faisait l'objet d'un commerce important et la guerre de 100 ans par exemple, qui se déroule en gros de 1330 à 1450. Dans les ressorts de la guerre de 100 ans, il y a entre autres des questions de commerce de laine, puisque les laines d'Angleterre étaient beaucoup traitées, filées, etc. dans les Pays-Bas et ensuite approvisionnées plus largement l'Europe. Et puis les laines des Pyrénées pouvaient aussi contribuer aux diverses draperies. Alors dans nos tapisseries de la Dame à la licorne, il y a aussi de la soie
Et dans certaines tapisseries médiévales, mais ça n'est pas le cas de la dame, il y a également des fils métalliques, donc fils métalliques qui sont composés en principe d'une âme de soie, entourée d'une petite lamelle en spirale d'argent ou d'argent doré. Et donc là, c'est une photo au microscope, enfin à fort grossissement, d'une tapisserie du XVIIe siècle de New York, mais qui vous permet de voir donc les âmes de soie jaunes et les fils d'argent oxydés, mais partiellement dorés encore, donc qui créent normalement le doré. Alors la laine, une fois qu'on a tondu les moutons, il s'agissait dans un premier temps de peigner, mettre les fibres dans le même sens pour pouvoir la filer. Et il se trouve qu'au Moyen-Âge, donc au XIIIe siècle, on met au point une nouvelle technique qui est le cardage, qui est illustré à droite, donc qui permet d'utiliser des fibres plus courtes et de les mettre un peu dans le même sens pour être filées. Tandis que la technique traditionnelle, c'est le peignage, qui se fait avec plusieurs peignes qu'on chauffe et en apportant éventuellement du corps gras, et qui permet, qui nécessite d'avoir des fibres plus longues. Enfin, les fibres courtes sont moins faciles à utiliser pour le peignage. Et puis deuxième révolution au XIIIe siècle également en Europe, c'est la généralisation du filage au rouet. Donc jusque-là, on filait essentiellement au fuseau, et à partir du XIIIe siècle, on va filer au rouet, ce qui va permettre d'aller beaucoup plus vite. C'est le début d'une proto-industrialisation pour créer des fils de laine plus nombreux, à la fois pour les besoins des vêtements, les besoins de tous les jours, mais aussi pour, le cas échéant, la tapisserie. Et on voit se développer la tapisserie comme décor à la fin du XIIIe siècle. Une des premières attestations, c'est dans le livre des métiers d'Étienne Boileau, où à Paris, on a des règlements pour les tapissiers de tapis sarrasinois, et on pense que c'était les tapis à points coupés, comme nos tapis d'aujourd'hui, et pour les tapis nostrés, alors qu'on interprète comme les tapis, les nôtres, enfin ceux qui sont traditionnels, et qui seraient les tapisseries. Alors on ne conserve pas de tapisserie du début du XIVe siècle. La plus ancienne tapisserie qu'on conserve est de la fin du XIVe siècle. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc avec ces fils de laine, on tissait aussi en Occident le lin, le chanvre, enfin voilà, le lin, ou d'autres fibres, mais la laine, c'est vraiment la fibre principale. Et donc, elle est tissée sur des métiers qui peuvent être soit horizontaux, c'est ce qu'on appelle la basse lisse, soit verticaux, c'est la haute lisse. Et les drapiers étaient des corporations importantes dans les villes, comme on le voit, pouvant par exemple offrir des vitraux. C'est le cas à Bourges, par exemple. Il y a un vitrail offert par les drapiers. Et là, c'est une verrière du XVe siècle qui représente diverses opérations de fabrication des draps. Alors, autre élément important, votre laine, elle est non teinte au départ, la laine du mouton, donc elle est plus ou moins blanche, plus ou moins beige, ou éventuellement marron. Et les laines claires peuvent être teintes. Et au Moyen-Âge se développe, c'est bien connu, toute une industrie de la teinture dans les villes, utilisant des plantes tinctoriales telles que la guêde, que vous connaissez bien ici à Toulouse, la garance, la gaude pour le jaune, enfin toutes sortes de plantes. Et la laine peut être teinte comme ici en fil, en écheveau, ou alors on peut teindre des draps déjà tissés. Ce sont des opérations qui nécessitent des connaissances de chimie, du matériau comme de l'alun, et qui nécessitent aussi d'être chauffés et qui commencent déjà à polluer les cours d'eau en aval des villes. Une fois que vous avez vos fils de laine qui sont bien rangés, vous pourrez commencer à tisser une tapisserie.
Donc une tapisserie, c'est un tissage simple. Vous savez que les textiles peuvent vite être des produits compliqués avec il y a la chaîne qui est la première chose qu'on tend sur le métier pour tisser. Ensuite, il peut y avoir plusieurs chaînes, plusieurs trames. En tapisserie, c'est très simple. On a une chaîne et on a des fils de trame qui sont tassés progressivement. Vous avez tous entendu les termes de haute lisse et basse lisse, je suppose. Donc la basse lisse, c'est ce qu'on voit sur la droite du cliché. Ce sont des métiers où la chaîne est tendue horizontalement entre deux rouleaux qu'on appelle les ensouples. Et un fil de chaîne sur deux est relié à des petits anneaux qu'on appelle des lisses, qui dans la basse chaîne sont reliés à des pédales qui permettent d'abaisser une nappe de fil puis l'autre et de passer entre les nappes de fil les fils de trame qui sont colorés. Donc vous voyez que la chaîne est crue, elle est non teinte, elle n'est jamais teinte en tapisserie. On ne se donne pas la peine de teindre la chaîne, mais les fils de trame viennent complètement recouvrir la chaîne. Et si vous regardez les tapisseries de la Dame à la licorne ou d'autres tapisseries, en règle générale, vous verrez comme des effets de petites côtes qui sont horizontales sur la tapisserie. Ces petites côtes, ce sont les fils de chaîne. Donc le lissier, celui qui tisse en voyant les choses un peu à 90 degrés. Et il tisse également sur l'envers. Là, j'ai mis une planche de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Pardon. Pourquoi ça m'a fait ça? Je ne sais pas. Qui montre le lourdissage. Donc lourdissage, c'est quand on tend la chaîne, et c'est très important que ça soit bien fait pour que la tapisserie soit régulière, qu'il y ait tous les fils de chaîne aient la même tension. Et ensuite, on tisse donc avec ces flûtes. Bon, là, c'est les lisses, c'est ce que je vous ai expliqué. Et on voit les mains du lissier qui passent les flûtes et ensuite qui vont tasser. Voilà, avec les doigts, avec des outils, avec un peigne. Et quand la tapisserie est terminée, il y a toujours des espèces de petites zones qu'on appelle des relais, qui sont comme des petites ouvertures entre quand il y a eu des changements de couleur ou pour d'autres raisons. Et donc, on va recoudre les relais. Et les relais, qui sont donc une des dernières opérations quand on fait une tapisserie, et quand on les conserve longtemps, c'est la première chose qui cède, ça va être les relais. Donc nous, en tant que conservateurs, nous surveillons, et avec les restaurateurs, nous surveillons ça. Alors, la haute lisse, c'est un peu le même principe, sauf que la chaîne est verticale. Le lissier se met aussi au revers de la tapisserie. Et en revanche, il n'y a pas de pédale. Il doit tirer sur les bâtons de croisure pour séparer les nappes de fil. Là, j'ai mis une photo d'un atelier de restauration de tapisserie qui est en Belgique, où j'ai eu l'occasion d'aller il n'y a pas très longtemps. Et ils ont cette espèce de mur de laine qui est très impressionnant à l'arrière des métiers. Et là, c'est un atelier où l'on restaure les tapisseries. Alors, pour faire une tapisserie, il faut avoir un dessin. Le lissier, c'est très rare les lissiers qui vont tisser directement comme ça. Ça existe. Elisabeth Delahaye, la précédente directrice, a une amie australienne qui, comme un peintre va faire des aquarelles, va faire des petits tissages dans la nature, devant des paysages. Mais enfin, ce n'est pas la démarche normale. La démarche normale, c'est de s'adresser à un artiste qui va produire ce qu'on appelle une maquette, donc un dessin ou une peinture à petite échelle. Et au Moyen-Âge, c'était déjà comme ça que cela se passait. Et ensuite, cette maquette va être traduite sur un papier. Au Moyen-Âge, c'était sur une toile, à la même échelle que le futur tissage. Et ce grand modèle qu'on appelle le carton sert de modèle et de guide aux lissiers qui s'en inspirent. Donc là, j'ai un exemple d'une tapisserie qui a été créée à Aubusson en 2010. Donc à Aubusson, on tisse essentiellement en basse lisse. Et là, on a une photo qui a été prise sous le
sous les chaînes, avec le carton qui est placé sous les chaînes pour que le lissier puisse les suivre. Voilà, et donc tisser une tapisserie, donc c'est une question qui revient souvent, ça prend du temps. Alors on estime qu'au Moyen-Âge, pour une tapisserie assez simple, un ouvrier pouvait passer 1 mois par mètre carré, ce qui est déjà, à mon avis, une bonne cadence. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a encore des ateliers qui tissent, que ce soit à Aubusson, à Beauvais, au Mobilier National. Et il y a quelques années, le musée avait été associé à un projet dont je vous montrerai d'ailleurs le résultat tout à l'heure. Et le tissage de 6 tapisseries plus petites que la Dame à la licorne, mais inspirées de la Dame, avait pris 2 ans à 4 lissiers. Alors, je vous disais que la tapisserie, c'est une technique qu'on voit apparaître au XIVe siècle et qui est toujours, enfin, dont on voit les premiers exemples, disons, au XIVe siècle et qui est toujours pratiquée aujourd'hui. Alors, la même technique était, à vrai dire, pratiquée dès l'Antiquité, par exemple pour des petits tissages coptes. Donc, des tapisseries coptes, c'est vraiment la même technique que les tapisseries du Moyen-Âge, mais à petite échelle. En revanche, au Moyen-Âge, on passe à des tapisseries qui parfois peuvent avoir des longueurs considérables, des dimensions considérables, comme la tapisserie de l'Apocalypse d'Angers, toujours conservée à Angers au château, et qui comprend 6 grands lecteurs, je ne sais plus combien de tableaux, et qui représente les scènes de l'Apocalypse, avec des tableaux qui alternent des fonds bleus et des fonds rouges, et des couleurs qui se sont beaucoup mieux conservées sur l'envers que sur l'endroit. Et donc aujourd'hui, on a un certain nombre d'ouvrages qui profitent de ce qu'il y a eu un dédoublage de l'Apocalypse il y a une trentaine d'années maintenant, avec une bonne campagne photographique. Et on voit les couleurs plus proches de ce qu'elles étaient à l'origine pour cette tapisserie. Donc cette tapisserie qui est totalement hors norme, on estime que le tissage a duré environ 7 ans. Mais il y avait certainement plusieurs ouvriers, plusieurs lissiers en parallèle. C'est une tapisserie qui est aussi extraordinaire parce qu'elle est extrêmement fine, donc on a des détails et des rendus tout à fait exceptionnels. La Dame à la licorne est un petit peu moins fine que la tenture de l'Apocalypse d'Angers. Alors l'Apocalypse, c'est la commande d'un duc d'Anjou. En revanche, assez vite, elle a été utilisée en contexte ecclésial. Elle a été donnée à la cathédrale d'Angers. Et une partie des tapisseries médiévales, en effet, servait pour orner les églises à des jours de fête. C'est ce qu'on appelle les tentures de chœur, commandées par des chapitres de chanoines. Donc chaque cathédrale et beaucoup de collégiales avaient leur tenture de chœur. Et au musée de Cluny, nous avons la chance d'avoir une tenture de chœur quasi complète qui vient de la cathédrale d'Auxerre et que vous pourrez revoir si vous avez l'occasion de venir lorsque le musée sera rouvert. Donc elle est à peu près contemporaine de la Dame à la licorne, vers 1500. Il y a beaucoup de personnages, et puis comme c'est une tapisserie avec des visées un peu didactiques et d'enseignement, il y a une présence assez importante d'inscriptions qui expliquent les scènes pour les chanoines ou pour leurs visiteurs. Alors les tapisseries servaient aussi, et c'est là qu'on les voit apparaître en premier dans les textes, à décorer les intérieurs des princes, des nobles ou même des officiers, des bourgeois de l'époque. Et on a un certain nombre d'exemples. Évidemment, la Dame à la licorne fait partie de ce type de tapisserie destinée à un usage de décor, de demeure privée. Là, c'est un autre exemple un peu antérieur, qui est conservé à New York. Et on a plusieurs, comme avec la Dame à la licorne, on a plusieurs tapisseries qui forment un ensemble. C'est ce qu'on appelait une chambre de tapisserie. Et qui ont une thématique, vous voyez, courtoise. Donc le titre en français, c'est l'Abbaye des Roses. En anglais, c'est Courtiers in a Rose Garden. Et dans cette tapisserie, on
retrouve déjà certains des principes de la Dame à la licorne. Alors on a ce fond en bande à rayures qui était assez à la mode finalement à l'époque de Charles VII, je pense. Et puis on a une évocation du jardin avec ces rosiers et des personnages qui se détachent. Alors là, on n'a pas de ligne de sol, donc ils sont un peu dispersés sur la tapisserie de façon pas très plausible, disons, mais avec des costumes assez élégants du milieu du XVe siècle. Alors la tapisserie, comme ça coûte quand même assez cher, vous imaginez de mobiliser d'avoir recours à ces laines, à ces teintures, à ces artisans. C'est un art d'apparat. Et une des œuvres qui en témoigne le mieux, je pense, c'est le dais de Charles VII, qui a été acheté par le musée du Louvre il y a quelques années, je ne sais plus quelle année, vers 2012, je crois, ou 2013. Une pièce absolument magnifique, où l'on a déjà le fond rouge que l'on retrouve sur la tapisserie, sur la tenture de la Dame à la licorne. Et on a ces anges d'une très grande beauté qui viennent poser une couronne, sans doute pour décorer une salle où le roi prenait place. Alors l'avantage de la tapisserie, c'est aussi que ça se déplace. Donc nous-mêmes, nous les avons déplacés et je vous montrerai tout à l'heure quelques petites illustrations à ce sujet. Ça se déplace facilement. Donc au Moyen-Âge, les rois qui ne résidaient pas toujours au même endroit, c'était facile pour eux d'emporter la tapisserie, de faire voyager la tapisserie dans des chariots et lorsqu'ils arrivaient dans une ville ou dans leur château, de la faire tendre et de prendre place sous cet objet qui soulignait leur majesté. Alors pour nous, la Dame à la licorne, c'est une tapisserie que beaucoup d'entre nous connaissons. Mais quand vous parlez à un anglo-saxon de tapisserie et de licorne, lui, il va penser à la chasse à la licorne, donc une autre tenture, un autre ensemble de tapisseries qui appartient aux collections du Metropolitan Museum à New York et qui est présentée aux Cloisters. Alors cette tapisserie vient de France, comme la Dame à la licorne. Elle appartenait à la famille de la Rochefoucauld à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et elle a été ensuite vendue et se retrouve au Metropolitan Museum, donc où elle est un des ambassadeurs de l'art français. Alors c'est une tapisserie assez différente de la Dame à la licorne, sauf peut-être la pièce qui s'appelle la licorne captive, que j'ai mise sur la gauche de l'écran, et dans laquelle la licorne ressemble un peu aux licornes de la Dame à la licorne. En revanche, le millefleur est beaucoup plus dense que sur la Dame à la licorne. Donc il y a peut-être la même maquette à l'origine, donc peut-être le même artiste, nous en reparlerons, mais les lissiers, en tout cas, n'ont pas suivi les mêmes principes que sur la tenture de la Dame à la licorne. Et les autres tapisseries de la Dame à la licorne, de la chasse à la licorne, pardon, sont plus inscrites dans un paysage, comme on le voit ici, avec un premier plan qui est encore traité en millefleurs, et puis un arrière-plan avec des arbres, un château, un ciel. Et donc ces scènes de chasse, et puis ça se termine mal, puisque la licorne est mise à mort dans la chasse à la licorne. Voilà, donc un petit panorama de ce qui a précédé et accompagné la Dame à la licorne avant d'arriver à l'histoire de cette tapisserie qui a tout de suite été très célèbre pour diverses raisons que nous allons voir. Donc la Dame à la licorne a été tissée vers 1500, mais entre 1500 et 1814, on n'a quasiment aucun document sur elle. Si on accepte un petit inventaire un inventaire après décès
dans lequel peut-être on peut la reconnaître. En tout cas, entre 1814 et 1882, elle appartient à la ville de Boussac, donc une petite ville qui était alors sous-préfecture dans la Creuse. Et elle est présentée dans le château de Boussac, château qui appartient à la mairie, mais où est également logée la sous-préfecture. Ce qui fait que la moitié des tapisseries sont côté mairie, l'autre moitié est côté sous-préfecture. Il y en a qui sont roulées. On en parle et on s'inquiète assez tôt de leur sort, et en particulier Prosper Mérimée, donc, qui a été le premier inspecteur des monuments historiques et qui, sous la monarchie de Juillet, a fait de nombreux voyages en France, s'inquiétant du sort des monuments et des objets. Et il a obtenu, dès 1842, je crois, des crédits pour restaurer la Dame à la licorne, qui a connu alors une restauration dans les ateliers de Felletin. Et vous voyez que les diverses tapisseries étaient alors présentées dans des lambris où elles étaient vraisemblablement clouées sur des châssis. Autrefois, c'était la façon qu'on avait, au 19e et je pense encore au début du 20e siècle, de présenter certaines des tapisseries. George Sand, qui a eu l'occasion d'aller à Boussac à peu près dans les mêmes années, a été elle aussi frappée par la beauté des tapisseries de la Dame à la licorne, et elle en parle à plusieurs reprises, et entre autres dans un roman qui s'appelle Jeanne et qui a été publié en 1844, et donc où elle écrit donc la plus belle décoration de ce salon était sans contredit ces curieuses tapisseries énigmatiques que l'on voit encore aujourd'hui dans le château de Boussac et que l'on suppose avoir été rapportées d'Orient par Zizim et avoir décoré la tour de Bourganeuf durant sa longue captivité. Je les crois d'Aubusson, et elles sont revenues à celui qui les avait fait faire, Pierre d'Aubusson, seigneur de Boussac, grand maître de Rhodes. Alors cette légende de la Dame à la licorne liée à un prince ottoman existait déjà dès le début du 19e siècle, mais George Sand a contribué à la répandre. Et ce prince ottoman avait été assez connu, et la Bibliothèque nationale conserve un très beau manuscrit illustré sur l'ordre de Pierre de Rhodes, d'ailleurs, de ses aventures, où on le voit à plusieurs reprises. Et je pense que donc, sur la Dame à la licorne, il y a des croissants, comme on va en reparler dans un instant, qui évoquaient l'Orient, les Turcs, etc. Et le fait que ce prince ottoman, Cem, ait séjourné dans la Creuse, on a fait un rapprochement un peu rapide, d'autant plus qu'entre Bourganeuf et Boussac, je crois qu'il y a plus de 80 km. Donc, bon, après, les tapisseries, comme je vous le disais, pouvaient bouger. Donc, de Bourganeuf, ça a pu gagner Boussac. Mais c'est quand même une hypothèse un peu curieuse. Alors, je crois que je me suis emmêlée. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est en fait, à l'époque de George Sand, on disait il y a des croissants, donc ce sont les armes de Zizim, alias Cem. Mais en fait, les Ottomans n'avaient pas d'armoirie comme on en avait en Occident au XVe siècle. Et voyez à quoi pouvaient ressembler, sinon les armes, du moins la signature d'un prince ottoman. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ces armoiries de la Dame à la licorne. Armoiries qui ont été identifiées en 1882, l'année même où la tapisserie a été achetée par le musée de Cluny. Donc, musée de Cluny qui existait depuis 1843, et la tapisserie a été achetée donc, sur des crédits des monuments historiques. Le musée, à l'époque, était administré par les monuments historiques, et elle a été achetée par Edmond du Sommerard. Alors, anecdote amusante, enfin qui moi m'amuse, c'est que lorsque je suis arrivée au musée de Cluny, j'ai lu avec attention l'ouvrage d'Elisabeth de La Haye, et à un endroit, elle marquait que l'intérêt de la Dame à la licorne avait été signalé par Edmond du Sommerard, par le baron au capitaine, un érudit local.
Moi, je me dis, tiens, le baron au capitaine, c'est quelqu'un que je connais. Et en fait, le baron au capitaine a épousé la sœur de mon arrière-grand-père. Et en fait, il a été en Algérie, où il est mort du choléra. Et moi, je le connaissais pour en avoir entendu parler familialement. Et donc, j'ai expliqué à Elisabeth que le baron n'était pas un érudit local, c'était quelqu'un qui, effectivement, était érudit, mais pas de la Creuse. Et qui avait écrit assez tôt, d'ailleurs, je crois en 1867, à Edmond du Sommerard pour lui dire qu'il fallait acheter La Dame à la licorne. Ce qui ne s'est pas fait tout de suite, puisque vous voyez que ça s'est fait seulement en 1882. Donc en 1882, la tapisserie arrive au musée de Cluny, et déjà qu'elle était assez célèbre à Boussac, elle devient encore plus célèbre, et on a identifié les armoiries comme celles de la famille Leviste. Dans cette famille Leviste, on a deux commanditaires possibles et les historiens d'art sont souvent, certains sont assez catégoriques, disant c'est Jean IV, donc un personnage qui a été président de la cour des aides et qui est mort en 1500, et d'autres pensent que c'est son petit-neveu Antoine Leviste qui lui est mort un petit peu plus tard. Et là, j'ai mis deux des documents figurés où l'on voit les armoiries. Alors pour Jean IV, on les voit en noir et blanc, et pour Antoine, on les voit en couleur. Les armoiries qui sont vraisemblablement pour les deux les mêmes, exactement les mêmes, avec donc un champ, alors je vérifie de gueule, à la bande d'azur chargée de 3 croissants d'argent montant. Alors, ces armoiries ont fait couler de l'encre parce qu'elles ne respectent pas une règle qui voudrait qu'on ne juxtapose pas deux couleurs dans les armoiries, côte à côte. Dans les armoiries, il y a gueule, azur, ce sont des émaux, donc des couleurs, et or et argent, ce sont des métaux. Et normalement, on doit faire alterner émail, métal. Et là, vous voyez qu'on a la bande d'azur sur le champ de gueule. Donc, on n'a pas une alternance, on a une juxtaposition. Ce qui serait peut-être la marque que ce ne sont pas les armes du chef de famille, des armes pleines, mais les armes d'un cadet. En fait, on s'aperçoit qu'au XVe siècle, cette règle n'était pas respectée. Et donc, cet argument ne permet pas de différencier les armes d'un aîné ou d'un cadet. Et en l'absence totale de documents d'archives, je pense qu'il faut rester prudent et se contenter de dire que c'est un membre de la famille Leviste qui a commandé ces tapisseries, mais on ne peut pas déterminer vraiment lequel. Alors, ces tapisseries, on n'a pas identifié tout de suite qu'il s'agissait pour 5 d'entre elles des 5 sens, mais cela a été identifié vers 1920. Et là, je vous présente la tapisserie, celle qui représente le goût, où la dame prend une dragée dans un drageoir pour la donner à son perroquet, tandis qu'un petit singe à ses pieds est en train de manger un fruit. Alors, vers 1500, c'est un peu une nouveauté de représenter les sens sous forme d'allégorie féminine, alors que précédemment, au Moyen-Âge, on les représentait sous diverses apparences. D'abord, on en parlait beaucoup des sens dans les écrits des théologiens, des pères de l'Église, etc. Et on les représentait quelquefois sous forme d'objets ou sous forme d'animaux. Ça pouvait être des hommes ou ça pouvait être tout simplement des scènes. Et là, j'ai pris dans les manuscrits de la région, donc le pontifical de Pierre de la Jugie, des représentations, une évocation du toucher avec cette remise de livre ou une évocation de l'odorat avec ce clerc qui manipule un encensoir. Et si on regarde des encyclopédies de l'époque, comme le livre des propriétés des choses de Barthélemy Langlais, dans des illustrations, on va trouver effectivement les sens représentés sous l'aspect d'homme. Donc au XVe siècle, ça devient à la fin du XVe siècle, ça devient pas la règle, mais assez fréquent de représenter les sens sous l'apparence de jeunes femmes, peut-être par analogie avec les vertus qui, depuis longtemps au Moyen-Âge, sont représentées comme des dames.
Et là, j'ai pris 2 exemples que je trouve assez séduisants aussi, comme la Dame à la licorne. Là, c'est un ensemble de vertus qui accompagnent Anne de Bretagne, enfin vraisemblablement Anne de Bretagne, et elles ont des attributs qui sont tous plus extravagants les uns que les autres. Il y en a une qui a un nid de pélican sur la tête, il y en a une qui a un bateau, une enclume. Enfin bon, ce sont les vertus cardinales et théologales, mais c'est une image que je trouve assez amusante. Et puis, pour une autre princesse de l'époque, Louise de Savoie, une reliure de manuscrit avec les vertus cardinales cette fois-ci, et accompagnée d'animaux. Et c'est une image où on voit le lion et la licorne, donc comme dans La Dame à la licorne. Et puis un autre ouvrage qui est souvent évoqué maintenant à propos de La Dame à la licorne, c'est un ouvrage imprimé. Donc La Dame à la licorne est contemporaine de l'apparition et du développement de l'imprimerie et des livres imprimés. Et dans cette nef des folles, on a, avec des modèles peut-être donnés par le même artiste, des représentations des sens, comme ici la vue, qui peuvent être des femmes. Je trouve que c'est moins évident pour le goût que ce soit une dame, mais bon. Voilà. Et donc c'est ce qu'on a ici avec ces représentations, donc le goût, ici l'odorat, pardon. Et puis la 6e, donc la vue, le toucher, on les reverra. Et puis la 6e tapisserie, elle, est plus énigmatique, avec cette dame devant une tente qui qui prend ou qui se défait d'un collier, d'un bijou. Et avec, c'est la seule des 6 tapisseries qui a une inscription. Donc sur la tente, il y a écrit, alors on lisait généralement « À mon seul désir ». Et ensuite, on a une autre lettre derrière le cordage. Aujourd'hui, on pense que l'inscription, c'est « Mon seul désir » et que les 2 lettres qui sont en partie masquées par les cordes, le « A » et l'autre lettre sur laquelle il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé, on a dit que c'était un « I », un « R », un « K », un « Y », etc. Personnellement, j'y verrais plutôt un « I ». Donc ces 2 lettres sont distinctes. Est-ce que ce sont des initiales d'un mot? Est-ce que ce sont les initiales de J, le prénom de sa seconde épouse, Jacqueline? Bon, c'est une façon de voir les choses, mais qui n'est absolument pas assurée. En tout cas, c'est une des questions à laquelle on ne peut pas répondre pour le moment. Également, sur cette tente, on voit ces sortes de larmes d'argent ou d'or qui peuvent évoquer le deuil. C'est ce qu'a vu par exemple Rilke, ou simplement un décor, ou être des flammes et donc évoquer l'amour. Donc il y a diverses hypothèses et on ne sait pas. Sur cette tapisserie, donc là vous avez une vue d'ensemble où vous voyez le lion et la licorne, sur lesquels je vais m'arrêter un petit peu aujourd'hui. Et aujourd'hui on parle surtout de la Dame à la licorne. Un des spécialistes de la Dame à la licorne, Jean-Bernard Devèvre, dit qu'on devrait dire la Dame au lion et à la licorne, puisqu'ils sont à peu près ils sont toujours présents et de même importance, visuellement, bien que la licorne soit la seule à être touchée par la dame. En tout cas, le lion et la licorne jouent le rôle de tenants d'armes. Vous savez que les armoiries, ces fameuses armoiries comme celle de la famille Leviste ici, pouvaient être accompagnées par d'autres éléments, donc les tenants, comme ici le lion et la licorne, des cimiers, des panaches, etc. Et les tenants peuvent être 2 fois la même figure, par exemple 2 anges ou 2 hommes sauvages, ou un lion et une licorne, comme c'est le cas ici, ou 2 animaux, 2 lions, 2 licornes. Et les anglo-saxons également ont l'habitude que les armes du Royaume-Uni soient portées par un lion et une licorne, donc ça les amuse aussi lorsqu'ils arrivent dans la salle de la dame de voir qu'on a ce petit détail qui leur est familier. Alors la licorne est un animal évidemment mythique. On dit que c'est une création du Moyen-Âge. Vous savez que dans les textes antiques, on trouve dans les textes grecs le mot monokéros, animal à une seule corne, en latin unicornis.
Vraisemblablement, les auteurs antiques qui ont vu des licornes ont vu des rhinocéros. Mais il se trouve qu'au Moyen-Âge, dans les trésors d'église, on possédait un certain nombre de dents de narval. Et donc, les médiévaux ont imaginé, dans leur bestiaire en particulier, que la licorne portait sur son front cette grande dent. Donc, c'était malgré les textes antiques qui parlaient d'animal gris, à tête rouge, avec une corne noire, ont eu tendance à imaginer la licorne comme une créature blanche, immaculée, avec la dent du narval en unique corne sur la tête. Et donc la licorne ne pouvait être capturée, d'après les textes médiévaux, que par une jeune fille pure, d'où sa présence dans un certain nombre d'œuvres qui évoquent la Vierge Marie, comme dans le détail que vous avez à droite de l'écran, l'encadrement du triptyque du buisson ardent à Aix-en-Provence, par Nicolas Froment au XVe siècle, donc une jeune fille ou la Vierge attirant la Vierge Marie. La licorne, pardon. Et la Vierge Marie est représentée explicitement attirant la licorne sur un certain nombre de peintures ou de tapisseries, essentiellement dans le monde germanique, comme c'est le cas là pour le retable des Dominicains de Colmar, conservé au musée d'Unterlinden. En même temps, la licorne était déjà perçue comme une créature, disons, avec une charge un peu érotique. Et c'est ce qui est assez sensible dans la tapisserie du toucher. Et c'est ce que racontent aussi certains auteurs de la fin du Moyen-Âge ou de la Renaissance, comme Rabelais. Voilà. Et dans la chasse à la licorne à New York, on a une tapisserie qui évoque cette légende de la jeune fille attirant la licorne. Et là, on a le chasseur et puis le chien qui sont prêts à la mettre à mort. Alors, l'autre grande légende médiévale sur la licorne et son pouvoir, c'est le fait que la corne pouvait purifier l'eau, ou alors si on râpait de la corne de licorne sur son plat comme de la noix muscade, ça pouvait enlever le poison. Donc c'est aussi illustré par des manuscrits ou d'autres œuvres. La Dame à la licorne, c'est aussi une œuvre qui nous plaît beaucoup par le côté, l'évocation d'un jardin, d'une nature très paisible, avec de nombreuses plantes fleuries. Donc chaque tapisserie comporte une sorte d'île qui est vue un peu en perspective montante, sur laquelle prennent place la dame, sa demoiselle, en général 4 arbres, quelquefois seulement 2, et le lion et la licorne. Et ceux-ci se détachent sur un fond rouge abstrait, semé de plantes. Alors les plantes qui sont sur l'île semblent enracinées, tandis que les plantes qui sont sur le fond rouge sont un peu comme des plantes d'herbier, à une époque où d'ailleurs on avait un certain goût pour la représentation naturaliste des plantes, comme on le voit dans certains manuscrits, comme les Grandes Heures d'Anne de Bretagne. Alors, il me semble que ce type de composition avec des personnages, des arbres, comme ça, peut avoir un lien avec l'art de l'Italie du Nord, avec l'art lombard, comme on le voit dans certains manuscrits, comme ces Taquina Sanitatis, des livres de bien-être, on dirait aujourd'hui, et sur un certain nombre de peintures murales. Alors, pardon, j'ai oublié de commenter la précédente. Donc là, on a une peinture de scène de chasse où on retrouve un peu les mêmes ingrédients, entre guillemets, que dans La Dame à la licorne, avec un premier plan en 1000 fleurs, un fond rouge, des arbres, des animaux, plusieurs échelles, des lapins. Donc quelque chose qui... je trouve est assez évocateur de La Dame à la licorne. Et il y a toute une série d'œuvres comme ça, avec des fonds rouges en Lombardie, qui visuellement montrent qu'il y avait ce type de mode au XVe siècle. En même temps, donc, les fonds rouges, c'est quelque chose qui n'est pas rare dans l'enluminure, dans la peinture murale,
ou la peinture tout court. Et par exemple, à Albi, au trésor de la cathédrale, vous avez cette petite chasse avec, au XIVe siècle, des scènes à fond rouge. Et donc on a plusieurs tapisseries à fond rouge, comme le dé de Charles VII que je vous ai montré tout à l'heure. Et en cherchant dans les manuscrits de la Bibliothèque nationale, par Mandragore, j'ai retrouvé une tapisserie, une sorte... Alors on ne sait pas, évidemment dans les représentations de manuscrits, c'est difficile de savoir si on a affaire à une broderie, à une toile peinte ou à une tapisserie. Mais en tout cas, on a un décor textile, on a les accroches par anneaux, là, ici, que vous voyez. Et on retrouve effectivement un fond rouge un peu dans le même univers que la Dame à la licorne et à peu près dans les mêmes dates. Alors, qui est intervenu pour faire cette tapisserie de la Dame à la licorne? Tout à l'heure, je vous ai dit que pour faire une tapisserie, il fallait un modèle, donc un modèle à petite échelle. En regardant les tapisseries et puis les enluminures, les gravures de l'époque, deux historiennes d'art des années 70 sont arrivées par des voies différentes à la même conclusion que l'auteur des modèles de la Dame à la licorne, donc principalement des modèles des dames, demoiselles et sans doute de la licorne aussi, était un artiste parisien de la fin du XVe siècle et des premières années du XVIe siècle qui s'appelle Jean d'Ypres et qui a également donné des modèles pour des gravures, qui a été enlumineur et qui a également donné des modèles pour des vitraux. Et donc si on prend cette marque de libraire, on a une figure de dame accompagnée d'une licorne qui ressemble à la fois par ses vêtements, on retrouve un peu le vêtement de la demoiselle du Goût avec la broche ici, par son attitude avec les grandes manches et par sa petite coiffure avec cette sorte d'aigrette, de toupet de cheveux qui est ramené sur le front. Donc on a quelque chose d'assez proche dans le dessin, dans la gravure et dans les tapisseries, et donc qui serait dû à un modèle de Jean d'Ypres. Ce Jean d'Ypres, il est connu entre autres pour avoir enluminé un tout petit livre d'heures pour la reine Anne de Bretagne. Et on y trouve des compositions qui ont pu servir de modèle aussi à d'autres tapisseries. On pense aussi que Jean d'Ypres a été l'auteur du modèle d'un ensemble de femmes illustres, dont il reste peu de choses, mais une très jolie petite Pénélope tissant, qui est aujourd'hui à Boston et qui avait traversé l'Atlantique en 2010 pour l'exposition France 1500. Vous voyez là, j'ai juxtaposé l'Annonciation des très petites heures, une gravure d'un livre d'heures imprimé et une annonciation d'une tapisserie qui est conservée au musée de Cluny et qui vient de la cathédrale de Bayeux. Et on voit que c'est un peu le même modèle de Jean d'Ypres qui a pu servir pour ces différentes œuvres. On pense aussi que c'est Jean d'Ypres qui a pu faire les modèles de la licorne, qui sont assez différentes selon les tapisseries, de même que la dame n'est pas toujours la même, la licorne est également différente. Et il en va de même pour le lion qui se dresse et qui, par moments, est un lion lampassé, rugissant, qui sort la langue et par moments a la gueule fermée. Une des choses qui est très plaisante, c'est d'observer sur la dame à la licorne toutes les atours de la dame, ses colliers, ses bijoux, les vêtements, et on voit qu'on a un tissage de grande qualité puisque une de mes collègues a pu faire il y a quelques années une communication sur les tissus des vêtements de la dame à la licorne. La dame du toucher porte une robe en velours qui est doublée d'hermine et dont l'intérieur comporte des éléments de brocart. Beaucoup de dames ont une robe en brocart et un surcot, enfin une robe de dessus
en velours. Là, elle est doublée de soie moirée. La demoiselle a une robe de soie moirée également. Les coiffures sont toujours différentes. La dame à la licorne du toucher a une espèce de petite tiare avec une mini-corne également. Il y a des orfrois, des sortes d'armilets, de bracelets d'avant-bras, des colliers très développés et ces coiffes elles-mêmes ornées de bijoux. Enfin voilà. Et ces vêtements étaient vraisemblablement lacés, mais ici, je crois qu'on ne le voit pas très bien, mais si vous irez revoir la tapisserie, on a des boutons dont vous savez qu'ils apparaissent au XIVe siècle. Voilà, puis des détails du velours de la dame de mon seul désir, de la robe brochée de la dame de la vue, avec sa très belle licorne qui regarde un portrait de Licorneau ou qui se regarde dans le miroir, on ne sait pas très bien. Voilà, et puis des détails des colliers vus de près. Là, vous voyez bien la chaîne, donc les petites lignes horizontales, et puis la trame colorée qui vient complètement recouvrir les fils de chaîne. L'artiste a une grande attention à de nombreux détails, donc représente des objets comme l'orgue portatif de Louis. Là, on a le cordage qui passe devant la lettre A. Et puis, les fonds de la tapisserie sont ornés de nombreux animaux. Alors, animaux domestiques ou sauvages. Donc là, j'ai choisi quelques détails. La tête du lion, du chien dans mon seul désir. Une des deux jeunettes, celle de la vue. Il y a les oiseaux de proie qui évoquent la chasse amoureuse. Donc, on est bien dans un contexte amoureux. Il y a des animaux comme les moutons, il y a des vaches et il y a également des animaux exotiques comme le lion, cette petite chèvre qui est peut-être un licorneau et puis de nombreux lapins qui, eux, appartiennent plutôt au modèle des lissiers et on a 3-4 modèles de lapins qui sont répétés de tapisserie en tapisserie. On a également la présence de plusieurs singes qui avaient été étudiés par une jeune chartiste il y a quelques années. Donc, je profite de son savoir avec les singes calitriches ou singes verts. Et puis, un des animaux que je trouve les plus sympathiques, c'est le chien de mon seul désir sur son petit coussin auprès de la dame et de la demoiselle. Alors, les fleurs qui parsèment les fonds ont été faciles à reconnaître. Enfin, s'il y a des botanistes parmi vous, ils pourront s'exercer. Et dans l'album de la Dame à la licorne, publié par le musée de Cluny il y a quelques années, une de nos collègues de la Bibliothèque nationale avait fait l'identification de toutes les plantes. Quant aux arbres, ce sont toujours les 4 mêmes arbres qui sont représentés, mais qui vont tourner entre les tapisseries. Donc on a le pin, le chêne, le houx et l'oranger. Donc un arbre exotique, l'oranger, qu'on voit volontiers représenté quand même en France, y compris en France du Nord. Par exemple, au Palais Jacques-Cœur, on a des orangers représentés sur des bas-reliefs. Et puis des arbres plus indigènes des contrées des Pays-Bas du Nord ou de Paris. On ne sait pas où le tissage a eu lieu entre Flandre, Pays-Bas, méridionaux ou Paris. Alors, tiens. Donc là, je vais aborder une autre petite partie sur les caractéristiques de la dame et je vois que j'ai récupéré une photo. Voilà. Ça, c'est une des planches. La dame à la licorne a été restaurée en 2011 par un groupement de restauratrices qui ont fait un rapport très savant. Et donc, elles ont
dédoublé la tapisserie pour travailler sur le revers. Et sur certaines, elles ont observé des bordures. Et j'avoue que j'ai essayé de retrouver où était la bordure et je n'ai pas réussi à partir de juste ces quelques éléments de feuillage. Je n'ai pas réussi à retrouver. Donc je suis un peu vexée. Les tapisseries médiévales dans les musées sont toujours présentées doublées. On les double pour les soutenir un peu. Donc ça, c'est l'ancienne doublure. On voit ce qu'on appelle le carroyage. Donc c'est un procédé qu'on a abandonné aujourd'hui. Maintenant, on double avec des lignes de points verticales. Donc quand on veut faire une restauration d'une tapisserie, il faut d'abord la dédoubler et ensuite on va la redoubler, une fois qu'on aura terminé sa restauration. Et donc au revers, on peut voir tout ce qui se passe beaucoup mieux. On voit aussi les couleurs qui sont plus vives au revers puisque le revers est masqué et les couleurs sont plus intenses. Donc là, c'est un cliché que les restauratrices avaient pris en 2011 de l'oiseau, la perruche, le perroquet du goût, où on voit que les chaînes sont assez apparentes et fragilisées. Alors autrefois, quand on avait au 19e siècle et encore au début du 20e siècle, on avait tendance à rapporter de la laine, à essayer de retisser, à réincruster des pièces éventuellement. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on maintient tout ce qu'on a d'original et à l'arrière de la partie endommagée, on met une petite toile légère de la même teinte qu'on va fixer avec des petits points de fil de soie de façon à ne pas trop intervenir sur la matière originale. Et du coup, sur la face, donc ça c'est la pointe des cheveux de la vue, on aperçoit des petites lignes de fil de soie qui maintiennent ces pièces du revers. Et ça maintient aussi par moments simplement les parties un peu endommagées. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout quand on regarde la tapisserie dans le contexte muséal. Il faut vraiment avoir le nez dessus pour la voir. Et donc, les tapisseries de la Dame à la licorne ont eu... on documente un certain nombre de restaurations. On a eu 2 restaurations au moment de leur entrée au musée. On a eu une restauration pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a eu 7 restaurations en 2011. Et depuis 2011, donc, les restauratrices les regardent régulièrement. Et en janvier dernier, les restauratrices ont examiné les tapisseries dans la perspective de leur venue ici. Alors, ces tapisseries de la Dame à la licorne, depuis leur entrée au musée de Cluny, ont inspiré de nombreux artistes. Et l'un des premiers, c'est Gustave Moreau, qui est venu beaucoup dessiner au musée de Cluny et qui avait reçu commande d'un membre de la famille de Rothschild pour un tableau sur un peu dans la thématique de la Dame à la licorne. Gustave Moreau a peint ce tableau qui n'a pas plu au commanditaire. Et du coup, l'artiste a gardé le tableau pour lui. Et aujourd'hui, le tableau se trouve au musée Gustave Moreau, qui était sa maison et son atelier. Alors, il y a d'autres œuvres moins connues, comme un émail un peu néo-renaissance d'un groupe d'artistes symbolistes de la fin du 19e siècle aussi. Rilke, qui a séjourné à Paris au début du XXe siècle, a été très séduit par la Dame à la licorne et a écrit des très belles pages très poétiques. La Dame à la licorne a aussi servi de prétexte à des spectacles comme un ballet de Jean Cocteau qui a été créé dans l'immédiate après-guerre mais qui a été joué très tardivement à l'Opéra de Paris. Il y a eu une espèce de phénomène. Il a été joué en premier, je crois, à Munich et puis dans plusieurs autres villes. Et à chaque fois qu'il a été programmé pour l'Opéra de Paris, il y avait une grève des machinistes, il y avait un souci, etc. Donc ça a mis très longtemps, mais il a fini par être dansé à l'Opéra de Paris. Puis des artistes plus près de nous, comme Gérard Fromanger, qui malheureusement est décédé cet été. Et puis aujourd'hui, il y a quelques années, une jeune chorégraphe et scénographe qui a fait un spectacle au Festival d'Avignon qui s'appelle « À mon seul désir ».
spectacle dont on avait pensé le faire venir au musée de Cluny. Je ne sais plus où on en est. Peut-être pas. Et puis, il y a quelques années, un artiste qui s'appelle Claude Ruteau et qui travaille beaucoup sur le rapport entre l'art ancien et l'art contemporain, avait proposé au Mobilier National une série sur la Dame à la licorne, série qui a été donc tissée à Beauvais par des lissiers à partir de cartons faits par informatique. Et Claude Ruteau a voulu... s'est inspiré de la thématique des 5 sens, en prenant comme sens premier le sens de la vue, qui pour lui était le plus précis, et en allant au fur et à mesure vers le sens le plus évanescent, qui pour lui était l'odorat. Et donc on a les tapisseries qui deviennent de plus en plus floues, au fil des 5 sens. Et il avait prévu pour le 6e sens, un tapis. Alors, tapis qui existe, mais moi, je n'ai pas de photo de l'ensemble, malheureusement. Parce que quand on a présenté l'œuvre de Claude Ruteau au musée de Cluny, le tapis n'était pas encore terminé de tisser. Donc, à la place du tapis, Claude Ruteau avait souhaité qu'on présente un châssis ovale comme les îles sur lesquelles se tiennent les personnages et les animaux de la Dame à la licorne. Voilà, évidemment, ça n'est pas fini. Puisque, par exemple, on a une artiste qui vit en Grèce qui a présenté à Angers une tapisserie qu'elle appelle la Grande Licorne. Et puis, ici aussi, on a des œuvres qui sont inspirées par la licorne ou par la dame. Et on ne sait pas toujours très bien entre la licorne et la dame ce qui inspire le plus. Alors, je voulais vous raconter quelques histoires toulousaines sur les tapisseries aussi. Alors, je ne dis pas que la Dame à la licorne est venue à Toulouse vers 1700. Mais un des usages des tapisseries sous l'Ancien Régime, c'était de les accrocher dans les rues, les grands jours de procession, etc. Et au musée des Augustins, il y a ce tableau qui représente une procession à Toulouse. Et la petite zone verte qu'on voit ici, devant les maisons, ce sont des tapisseries. Alors ça, c'est une évocation de la venue de la Dame à la licorne pendant la Première Guerre mondiale à Toulouse. C'est un fait qui est attesté par les archives et j'ai une amie et ancienne collègue qui travaille en ce moment sur l'histoire du musée de Cluny pendant le XXe siècle, et c'est elle qui m'a signalé, Marie-Jo Marel, qui m'a signalé ce fait que les tapisseries de la Dame à la licorne avaient séjourné à Toulouse, au couvent des Jacobins, où le Louvre avait déjà stocké un certain nombre d'œuvres, et donc beaucoup d'œuvres étaient abritées dans des chariots pour ne pas être trop sujettes à l'humidité qu'on redoutait aux Jacobins. Et d'autres, vous voyez, étaient dans des caisses. Alors, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la Dame à la licorne a été abritée à Fougères-sur-Bièvre, donc dans le Val-de-Loire, et ensuite au château de Chambord. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la Dame à la licorne et beaucoup de tapisseries des collections nationales ont fait l'objet d'une espèce de grande tournée d'exposition qui les a amenés à Bruxelles, à Amsterdam, à Londres, à New York et à Chicago. Et après, la Dame à la licorne est rentrée en France, donc elle n'est jamais allée au Canada. Mais là, on a un article de presse de la Dame à la licorne à New York. Et puis, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, lorsque le musée Cluny a dû fermer une première fois pour raccorder le bâtiment d'accueil à l'ensemble des bâtiments préexistants, le musée avait prêté la Dame à la licorne à Sydney, à l'Art Gallery of New South Wales. Voilà, pendant 4 mois, je crois, de février à juin. Et là, elles avaient été accrochées. La scénographie qu'ils avaient souhaitée était un peu inspirée par la présentation au musée de Cluny avec un fond sombre. Et en revanche, ils avaient présenté les tapisseries très bas, presque au ras du sol, pour avoir un effet de miroir. Et donc ici, aux abattoirs, on a une présentation différente. Les dames sont dans plusieurs salles, donc elles respirent plus, elles sont sur un fond blanc.
Et on les a accrochés avec Annabelle nettement plus haut, mais on a un peu discuté au moment de l'accrochage parce que c'est toujours des petits plaisirs de conservateurs de se demander comment on va faire, à quelle hauteur on fait. Alors j'ai quelques vues de manipulation de tapisserie. Donc ça, c'est dans la salle du musée de Cluny, où les dames sont présentées sur des plans inclinés pour une meilleure conservation. C'est un choix qui avait été fait par le comité scientifique qui a suivi les opérations de restauration en 2011. Alors ça complique un peu les opérations de décrochage, parce que nous on décroche avec un rouleau qui enfin quand le mur est vertical, le rouleau est vertical. Quand le pan est incliné, c'est un peu plus compliqué. Il faut détacher un grand pan de tapisserie. Et ensuite, pour le transport, les tapisseries sont roulées sur des gros cylindres. Et là, c'est quelques photos de l'accrochage. Voilà, 2 photos de l'accrochage ici au musée des abattoirs. Donc, on commence par... donc, les tapisseries voyagent dans des grandes caisses très longues, aussi longues que la hauteur de la tapisserie. Avant qu'elles arrivent, on fait un constat d'état. Lorsqu'elles arrivent, on refait un constat d'état. Et ensuite, on accroche donc en redressant le rouleau et en scratchant les tapisseries avec un velcro. Donc, on a un velcro mâle, un velcro femelle. Et on les accroche comme ça avec un grand cylindre et avec un petit chariot qui permet de tourner. Et c'est ce qu'on a fait avec les équipes des abattoirs, les équipes du musée de Cluny et un transporteur au cours de la semaine écoulée. Et maintenant, les dames à la licorne sont aux abattoirs où elles dialoguent avec de l'art contemporain. Et c'est à vous de nouer votre propre relation à ces tapisseries. Voilà, je vous remercie de votre attention.